Bonjour Saïd, merci d'avoir répondu à l'appel du coin des praticiens. Donc là, je voulais parler avec toi aujourd'hui de manière un peu informelle et un peu libre. C'est ce que tu voulais faire, et c'est ce que j'aime aussi, de la pratique des thérapies brèves, de ce qu'elles apportent aux gens. Et je voulais mettre le focus sur quelque chose que je trouve assez intéressant et assez important, et que c'est quelque chose que je vois dans ma pratique quand j'accompagne les thérapeutes, c'est les idées et les croyances limitantes. Alors, c'est des idées qu'on a l'habitude de traiter, je pense, en tant que thérapeute, mais c'est bien d'aller de l'autre côté du décor et de voir si les cordonniers sont aussi mal chaussés, comme on dit. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, franchement. C'est sympa. Je ne vais pas dire que je ne m'étais pas fait plus discret ou quoi, mais ça fait un petit temps que je n'avais pas l'occasion d'échanger. Bon, je dis ça parce que ça passe forcément circuler sur les réseaux sociaux, donc voilà, c'était l'occasion et je t'en remercie. Surtout, la thématique était sympa. Je me permets une parenthèse pour expliquer un petit peu, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, pour expliquer un petit peu le contexte. Donc voilà, j'ai répondu à ton invitation, donc le point des praticiens. Tu n'hésites surtout pas à mettre ça sera fait. Un lien. Ça sera en bas. Tu peux franchement y aller, parce que voilà, j'ai regardé un petit peu ton projet. Si j'ai répondu favorablement, c'est parce que allez, ça me parle, il y a du travail, je vois qu'il y a beaucoup de travail derrière, je vois plus ou moins, parce que je n'ai pas eu le temps d'approfondir, mais je vois un petit peu l'idée que tu es en train de mettre en place, niveau contenu. Donc voilà, en même temps, je fais de la pub aussi, j'invite à aller voir ce que tu fais, donc c'est déjà une chose. Deuxièmement, l'approche, c'est vraiment pour contextualiser, pour que voilà, les auditeurs, ou je ne sais pas encore le format sur lequel on va partager ça, cet échange. Tu m'as plus ou moins montré les questions. J'ai lu vaguement, mais franchement, j'ai rien préparé. 2-3 idées pour peut-être, parce que pour être sûr de ne pas oublier, mais vraiment 2-3, je ne sais pas grand-chose. Oui. Voilà, pour mettre ça plus sur un mode échange, quoi. Très bien. Donc voilà, tu m'as demandé de me présenter, je vais me présenter très sommairement, voilà. Je vais te dire par rapport à ce contexte-là, ce qu'il y a sur ma carte de visite. Saïd Derouiche, coach, hypnothérapeute, voilà, je reçois en consultation privée, principalement sur Charleroi. J'ai un petit peu limité la pratique au cabinet, donc c'est pour ça que je reçois dans la ville où j'habite ici, à Charleroi. Voilà, en gros, pour la présentation sommaire. D'accord, très bien. Depuis quand tu exerces ce métier, cette discipline? Écoute, moi, j'ai commencé les consultations dès le moment où j'avais mon diplôme de coach. Donc, c'est-à-dire, ça c'était important pour moi, je peux te développer pourquoi. Donc, j'ai commencé ma formation en 2010, j'ai eu mon diplôme en 2011 et j'ai pratiqué tout de suite, mais voilà, je ne disais pas encore thérapeute à l'époque, vraiment dans un cadre de coaching. Moi, j'étais très content d'avoir... Je te coupe parce que ça bouillonne un peu dans ma tête. Quand on parle de coaching, est-ce qu'on peut parler de thérapie ou de thérapeute? Au sens large, oui, parce que je veux dire, à partir dès le moment où on sollicite l'avis d'un expert, ou les services, ou les outils d'un expert, on est déjà dans un cadre thérapeutique. D'accord. La thérapie, au sens technique du terme, c'est encore autre chose. D'où l'importance du cadre. Et c'est important ce que je dis, en ce sens où c'est important que chaque praticien connaisse le champ dans lequel, ou pour lequel, ou au sein duquel il est formé, et les outils qu'il a. Ça me paraît très important par rapport à la relation, qui sera une relation thérapeutique de toute façon. Je dis ça par rapport à l'ambiguïté. Est-ce que ce sont des clients, est-ce que ce sont des patients? Alors justement, ça on en parlera plus tôt, parce que c'est vrai que quand on parle de thérapie, c'est un mot qui est un peu fourre-tout. C'est vrai que ce sont des pratiques, dans tout ce qui est thérapie brève, ce sont des pratiques qui ne sont pas encore cadrées par la loi, qui sont en Belgique, en France. Et du coup, alors il y a des questions que beaucoup de thérapeutes, donc entre guillemets, qui se posent. Est-ce que j'ai le droit de mettre thérapeute? Donc, ce flou-là, donc on va voir ensemble après, est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Écoute, je connais
vaguement la législation. C'est très différent. Ça, c'est très, très intéressant l'échange qu'on va avoir parce que ça va circuler dans les réseaux sociaux au niveau francophone. Belgique, France. Il commence à y avoir une petite révolution en Belgique. La France a en partie solutionné le problème. Nous, on est en plein dans la mouise. En ce sens que par rapport au statut de psychothérapeute, parce que c'est vraiment ça, psychologue, on sait ce que c'est, celui qui fait un master, une licence en psychologie, je ne sais pas exactement les titres. Il doit valider certaines heures, 400 heures en milieu clinique, tout ça. Un bac plus 5, plus éventuellement des stages pour appuyer, qui inclut les stages, éventuellement qui inclut les stages. En gros, c'est bac plus 5, psychologue. Bon, ensuite, psychothérapeute, c'est quoi un psychothérapeute jadis, donc ça veut dire, voilà, dans les débuts des années 2000, même déjà avant, je crois pour les gens de notre génération, c'est ceux qui ont suivi une formation par rapport à une certaine thérapie brève, thérapie systémique, qui ont suivi une formation, on va dire consistante, mais toujours hors cursus universitaire. Alors la France a partiellement résolu le problème. C'est-à-dire qu'en France, il y a le statut de psychopraticien. Oui. On n'est pas psychothérapeute, mais on est psychopraticien. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut parce que je ne vis pas en France, je ne me suis pas intéressé davantage à la question, mais au moins on a un statut qui est reconnu. Oui, alors c'est un statut qui est reconnu parce que, bon, c'est quand même assujetti à certaines conditions pour que ça soit accepté, notamment ce que je t'avais dit au début, c'est il me semble que c'était 400 heures en milieu clinique, en fait, qu'il faut valider, qu'il faut sanctionner par, voilà. Je te laisse terminer. Oui, mais au moins, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut sur une carte de visite ou sur une plaque qu'on met devant sa porte en termes de statut social, entre guillemets. Par statut social, je veux parler de crédibilité du praticien. C'est juste ça, on n'est pas là pour avoir des noms pompeux, on s'en fout à la limite, le titre avec lequel on s'affiche, mais on cherche tous quelque part, et je trouve que tu évoques la question de la légitimité, parce qu'on ne parle que de ça. Si on parle de titre, si on parle de diplôme, si on parle de certification, on parle de dénomination, on parle de légitimité. A priori, après, si tu veux, il y a deux aspects. Donc, il y a la légitimité. Il y a deux types de légitimité, finalement. Il y a une légitimité vis-à-vis de l'État. Qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas? Donc, c'est non. Et ça a des conséquences. C'est des conséquences qui sont énormes en termes de promotion d'activité. Parce que si on est généralement les professions qui sont cadrées par l'État, généralement, on n'a pas le droit de faire de la promotion. Donc, il y a une certaine, entre guillemets, une certaine éthique. Comme les psychologues, par exemple, n'ont pas le droit de faire de la publicité, distribuer des flyers, machin. Tout ce qui est promotionnel marketing, ça n'a pas le droit. Par contre, ça, on en parlera après des inconvénients et les aspects positifs. Et puis, il y a une autre légitimité, et ça, c'est vis-à-vis du public. Donc, pour le public, moi, je peux te dire que, de par mon expérience, c'est un peu mitigé. Parce que quand on parle de psychologie ou de psychanalyse, ça renvoie à quelque chose quand même. Parce que c'est quelque chose qui est installé depuis des décennies, peut-être un peu plus d'un siècle. La psychanalyse, tout ça. Donc, on s'imagine toujours le type ou la femme allongée sur un divan avec ou par exemple, quand on parle d'hypnose, donc le pendule. On a encore quelques idées qui traînent. Hein, mais toutes ces nouvelles thérapies, dites thérapies brèves, ça prête à confusion quand même, parce qu'il y a le mot thérapie. Quand on parle d'hypnothérapeute, par exemple, pour les gens, j'allais dire, c'est pas le plus important. Cette légitimité-là, le fait de se dire thérapeute, le fait d'accoler, si tu veux, thérapeute à une discipline, ça donne quand même, il y a quelque chose. Il y a comme si on prenait un peu de légitimité de la psychologie en dur, hein, classique, ou de la psychothérapie, la psychanalyse, et on a adossé cette bonne ou mauvaise réputation, je ne sais pas, mais à ces nouvelles disciplines. Et c'est vrai que ça crée un peu de confusion. Ça met aussi les thérapeutes dans une certaine confusion aussi. En Belgique, c'est encore... Je vais rebondir sur la Belgique, tu vois, parce que je connais un peu plus. Et quand je connais un peu plus, on est toujours... Moi, les gens qui sont dans des cursus actuellement pour devenir psychologue ou psychothérapeute, on marche, je viens d'avoir cette discussion d'ailleurs avec des confrères, des consoeurs, on marche un petit peu à l'aveugle. C'est pas hyper rassurant, mais on marche à l'aveugle. Pourquoi? La Belgique est le seul, comme ça tu le sais, tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui, la Belgique est le premier pays au monde qui est en train de médicaliser la psychothérapie. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire que pour être psychothérapeute, ça doit être conditionné par le fait d'avoir un master en psychologie, donc d'être psychologue, et ensuite de suivre une formation post-universitaire pour avoir un certificat universitaire en psychothérapie. En
systémique, par exemple. Oui. Donc, c'est-à-dire que la vraie question qui se pose, et elle me concerne et elle concerne d'autres personnes aussi, évidemment, je parle de ceux qui sont dans cette reprise, dans cette reprise d'études, par rapport aux conditions préalables qui seraient d'avoir un master en psychologie. C'est que les formations qu'on a fait avant, parce que voilà, je comprends bien l'idée. En thérapie brève, tu parles de la thérapie brève. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je comprends le sens de la démarche qui consiste à éviter le charlatanisme des gens qui, après un week-end de formation en hypnose, mettent sur leur carte de visite hypnothérapeute. Après, parce qu'il y en a plein. Oui, mais c'est pas la norme. Non, mais je vais terminer. Il y en a plein. Je veux dire, je comprends le sens de la loi, je le comprends. Mais le problème, le flou aujourd'hui, c'est que tous les gens qui ont été formés quelques années, j'en fais partie forcément, mais il n'y a pas que moi, il y a plein de gens comme ça, et ce sont des formations qui ont un certain coût, il n'est pas sûr du tout que ces formations vont être reconnues ensuite. Donc voilà, en gros, c'est un petit peu l'état de la Belgique actuellement. Le champ psychothérapeutique, on ne sait pas trop où ça nous mène. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer ces études très tôt, et dans un parcours classique, donc ça veut dire aller le plus jeune possible à l'université, parce que sinon, ça peut être quand même... Je rigole parce qu'on est en plein dedans, mais ça peut être vachement long pour avoir un titre de psychothérapeute. Ensuite, c'est qu'une question du titre. Voilà, on peut travailler sous supervision, mais c'est complexe. Voilà, la question qu'on se pose en tant que potentiel client donc de thérapeute en thérapie brève, c'est finalement, parce que ce qui importe aux gens, finalement, c'est le résultat. Ça ressemble un petit peu à un débat c'est une petite tempête dans un verre d'eau, hein. Mais pour les gens qui sont de l'autre côté, ce qui importe, c'est le résultat. C'est si moi, en tant que en parenthèse client, on va parler de qui, on va pas parler de patient parce que c'est interdit, on va parler de patient. Mais si moi, en tant que client, j'ai une souffrance que je veux régler, ça importe peu finalement. Est-ce que c'est un psychopraticien? Est-ce que c'est un psychologue? Est-ce que c'est est-ce que c'est un débat qui a lieu d'être, finalement, pour les gens? De ma compréhension personnelle, avec toute la subjectivité qu'il y a autour, je pense que l'idée et le fond de la loi est une bonne chose. Moi, ce que j'ai craint à un moment, parce que bon, forcément, ça arrivait, j'étais encore en formation pendant qu'on parlait de ces nouvelles lois, ce qu'on craint, c'est la chasse aux sorcières, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu discret, on évite de mettre on évite de prendre une plaque et écrire psychothérapeute dessus. Mais ça, vraiment, je comprends parce que c'est pas en 2 ans de formation qu'on est psychothérapeute. Oui. Et encore moins en quelques stages de quelques week-ends. Donc ça, c'est déjà une chose. Non, il n'y a pas, pour ainsi dire, de chasse aux sorcières, mais à un moment, il y a aussi une responsabilité morale et civile aussi. On fait attention, on est responsable. Faire attention aussi. Imagine quelqu'un qui vient dans ton cabinet, tu lui dis quelque chose qui ne va pas, il sort, il va se suicider. Il y a une vraie responsabilité. Je pense où on en est, et c'est ma compréhension personnelle, et j'espère être plus ou moins dans le bon, c'est-à-dire faites attention à ce que vous faites, parce qu'il y a une chose, au début ce qu'on disait, tu n'es pas psychothérapeute, mais on ne peut interdire à personne de pratiquer la psychothérapie dans un cadre privé chez lui. Ah, ça c'est sûr et certain. Tu peux empêcher personne, tu vois, de rentrer chez toi, de donner 50 € pour discuter avec toi. En gros, c'est ça. Ça veut dire que derrière, donc il y a un flou énorme, mais j'ose espérer que subtilement on appelle à la responsabilité des gens qui se présentent comme coach ou thérapeute. Alors cette responsabilité, justement, au départ, c'était plus le titre de psychothérapeute qui était visé. Alors on a plein qui sont déplacés. C'est pas grave, je peux mettre accompagnant de vie, coach de vie. Ça résout pas le problème sur le fond. Bon, déjà, on a dit, il n'y a pas vraiment de chasse aux sorcières, il n'y a pas de brigade qui patrouille pour ça. Heureusement, parce que je ne crois pas que c'est vraiment le but en soi. Et en plus, les lois sont encore en train de se construire tout doucement. Mais quand même quand on se dit coach de vie, hypnothérapeute, peu importe, on a une responsabilité. Je pense que la loi pour le flou, il y a un flou, plus ou moins cadré, on sait plus ou moins vers où on va, c'est autre chose. Mais le flou est un garde-fou. Sans faire de jeu de mots. Le flou est un peu un garde-fou sur sa responsabilité éthique, déontologique et morale. Alors justement, par rapport au derrière ça, on ose espérer que les gens sont formés. Voilà.
Alors, par rapport à ce flou-là, bon, je pense pas qu'il y ait un flou aussi profond, En Belgique, il y en a un en tout cas. Non, c'est-à-dire dans le sens où, parce que quand on appelle la responsabilité des praticiens, alors on peut les appeler praticiens ou pas du coup? Parce que c'est un peu flou. Bah, un praticien, c'est quoi un praticien? Un praticien, si on prend Une la personne qui a une définition, pratique. Voilà. c'est quelqu'un qui est a priori formé Oui. sur un outil et qui utilise cet outil. C'est ça un praticien. Donc, il y a depuis quelques années, donc justement, parce que quand on parle de responsabilité, on ne parle pas de responsabilité au sens légal, hein, parce que c'est pas encore cadré. Mais quand de plus en plus, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de syndicats et d'associations je te parle de la France, hein, je ne sais pas ce qui se passe en Belgique, mais en France, on a de plus en plus de syndicats c'est assez embryonnaire, hein, mais ça commence un petit peu à vouloir, il y a une volonté de s'organiser justement. Alors, il y a deux choses. Un, pour justement essayer de trouver une voie commune à toutes ces pratiques, plus ou moins, hein. Et puis deux, il y a quand même une volonté qui est un peu, elle est pas explicite, mais de peser à un moment ou un autre sur les pouvoirs publics. Quand il va y avoir, parce que je pense à terme il va y avoir des lois, hein, quand il va y avoir des lois, donc de faire un petit peu du lobbying, de se dire voilà, on a un gros groupement de praticiens, de thérapeutes, on est là, on existe, on a parfois, donc il y a des liens qui se font entre les services de l'État, donc par exemple les hôpitaux et certaines pratiques comme l'hypnose, ça commence un petit peu à s'entremêler, si tu veux. Mais à terme, avec la multiplication des écoles, des formations, des praticiens qui rentrent dans le marché, cette responsabilisation est en partie engagée, prise en charge par ces organismes. Qu'est-ce que tu en penses de ces organismes-là, des syndicats, des associations qui se créent autour de ces corporations, en fait, de métiers, de coach. Alors, on peut trouver, par exemple, pour le coaching en France, plusieurs organismes qui ont cette prétention de représenter les intérêts des coachs, ou des hypnothérapeutes, ou des sophrologues. Quel est ton avis sur cette question? Est-ce que c'est utile? Sans doute, sinon il n'y aurait pas un groupe de gens qui se seraient rassemblés pour en discuter. J'ai pas vraiment connaissance de ce type de corporation en Belgique, mais entre parenthèses, Belgique, c'est un petit pays. Hein. En plus, tu peux directement le couper en deux, en ce sens ici on parle dans le domaine de la non, mais oui, linguistiquement, il est coupé en deux. Oui. On parle dans le domaine de la francophonie, parce que je veux dire, même au niveau légal, il y a des choses différentes entre la Flandre et la Wallonie. Même au niveau des lois, il y a des métiers, je ne sais même plus lesquels, je le retrouverai, on le mettra peut-être en note ou en commentaire, j'en sais rien, mais il y a même des métiers dans le champ psychothérapeutique qui existent en Flandre et qui n'ont pas d'équivalent en Wallonie. Donc, non, mais je dis par rapport au statut de psychologue, entre autres. Donc, pour rappeler le contexte, on parle de la Belgique coupée en deux, donc la francophonie, donc en Wallonie. Je n'ai pas connaissance de ce genre de corporation, mais il y a évidemment des groupes de réflexion. Par exemple, on a l'ICF, je pense qu'il y a aussi, c'est le plus gros, groupement au niveau du International Coach Federation. Je crois que c'est la plus grande fédération de coaching au monde. J'imagine qu'ils font ce même. Est-ce qu'il y a une jonction entre ces gens-là, ces organismes-là, et l'État, justement? Est-ce qu'il y a un point de rencontre? À ma connaissance, peut-être qu'on va me dire le contraire, à ma connaissance, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la ministre de la Santé, Maggie de Bloch, qui est quelqu'un de assez où elle va, elle crée beaucoup de polémiques. C'est quelqu'un qui a le mérite d'être ferme dans le sens, elle a une certaine idée et on s'adapte à ses idées. Voilà. Au début, ça a commencé tout doucement, mais voilà, elle n'en est pas à discuter avec des fédérations internationales de coaching, voilà, parce que initialement, je dis, c'est un peu plus de culture anglo-saxonne. Ça n'a pas à s'immiscer dans des lois particulières d'un pays, d'un petit pays, en l'occurrence. Donc, à ma connaissance, si, il y a sûrement des fédérations de psychologues, là, j'ai pas leur nom, il y a la Société belge de psychothérapie, il y a eu des discussions préalables, mais avant, on était un peu informés, c'est-à-dire pendant les parcours de formation, on était un petit peu informés de ce qui se passait. J'ai l'impression aujourd'hui, beaucoup moins, mais peut-être bien aussi parce que je suis passé dans un autre milieu, dans le sens où je suis plus dans les milieux académiques, universitaires, et là, on suit le parcours, on suit la loi.
Et au niveau À de... titre personnel, j'entends plus trop ce qui se fait vraiment D'accord. parmi les gens qui sont vraiment dans le flou, c'est-à-dire des instituts qui donnent des formations en psychothérapie, entre Oui, parenthèses, oui. et des Alors, stagiaires. alors C'est de ces milieux-là dont on parle. il y a certaines personnes, par exemple, qui disent que, enfin, ou plutôt qui pensent que euh, cette volonté, en fait, justement, de... Alors, c'est pas une chasse aux sorcières, comme tu le dis, mais il y a quand même une volonté de cadrer tout ça. Mais cadrer, c'est-à-dire, mais c'est pas forcément dans l'intérêt des praticiens en thérapie brève. Certains pensent que c'est peut-être du fait du lobbying que font les organismes justement de psychothérapeutes agréés par l'État et qui voient dans l'arrivée de ces centaines ou de ces milliers de nouveaux praticiens une forme de concurrence déloyale. Parce que c'est vrai que quand on a fait 5 ans d'études ou plus et qu'on a dû en baver pour finir ses études et s'installer, qu'on n'ait pas le droit de faire la promotion de son activité, quand on voit débarquer donc fraîchement des personnes qui ont fait peut-être des stages des diplômes qui ont pris peut-être 2 mois, 3 mois, au meilleur des cas peut-être 8 mois, 9 mois, et qui s'installent et qui mettent une plaque hypnothérapeute, machin, est-ce que c'est une réalité? Bien sûr que c'est une réalité et c'est justement le début du changement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont psychologues, qui reçoivent dans un cadre privé, qui travaillent dans des espèces des centres médicaux, des cabinets partagés. Il y en a un qui suit une formation de 6 mois en Oui, PNL, psychothérapeute. Évidemment que ça pose problème. Évidemment que ça pose problème. Là, le contexte en Belgique, on est plus ou moins autour de 2010. C'est là que les questions ont vraiment commencé à se poser. Non, et elle était plus que légitime. Le souci qu'il y a, c'est que ce sont les praticiens qui pratiquent depuis 15 ans, qui se disaient psychothérapeutes, oui. voilà, qui avaient ne fût-ce qu'un bac plus 3, mais qui ensuite ont prolongé directement parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient faire, notamment se former dans la relation d'aide. Le problème se pose pour ces gens qui, du jour au lendemain, perdent un statut et peut-être un petit peu De de légitimité? crédibilité. Oui, Et si je peux me permettre de faire une parenthèse, parce que forcément, j'acquiesce, c'est problématique quand quelqu'un fait des études et que quelqu'un vient avec une formation, quelques stages, avec une plaque, et qui ramasse plein de patientèle aussi, oui, c'est sûr que ça pose problème. Mais pour moi, le vrai problème aujourd'hui, c'est que il y a certains psychothérapeutes pour qui c'est difficile. Certains n'avaient pas spécialement envie de recommencer. Pourquoi? Parce que la vie, elle est telle qu'elle est. Je des responsabilités, oui, un travail, une famille. C'est pas spécialement facile de reprendre des études universitaires pour un titre qui est encore un petit peu hypothétique parce qu'on ne sait pas, ça sera pas encore suffisant. Le vrai problème, ce sont tous les gens qui ne se disent même pas praticiens, même si ça devient la mode dans certains milieux, si je puis dire. Ce sont tous les trucs un petit peu, mouvements un peu sectaires, voire New Age. Je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler de cartomancie. oui. Je suis en train de parler de Reiki. Je suis en train de... Et encore le Reiki, a priori, il y a encore des formations sérieuses sur ça. On parle aussi de tout ce qui est lié à l'envoûtement. C'est le spiritisme? Oui, ce genre de choses. J'ai discuté en plus il n'y a pas longtemps. C'est clair qu'on peut aller voir un cartomancien qui va faire un tirage de cartes. On peut sentir mieux après. Moi, je suis sûr que ça fonctionne après, les gens, dans un champ thérapeutique. Ouais. Mais ces gens-là peuvent conserver leur carte de cartomancien. Ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que des gens formés en psychothérapie se retrouvent dans le flou, se retrouvent dans la contrainte d'être éventuellement en reprise d'études avec tout ce que cela implique, oui. Et que d'autres thérapeutes qui ne disent pas leur nom ont la même fonction sociale. Quelle est la fonction sociale? D'apaiser la détresse des gens qui viennent les consulter. Moi, c'est comme ça que je définis, au sens le plus large possible, la thérapie. La fonction sociale, est-ce que c'est pas à apaiser des souffrances. Est-ce que c'est pas ça tient pas plutôt au rôle de l'État, en fait, l'existence d'un État puissant et central qui impose justement une nomenclature de métier et qui ne prend pas en compte l'évolution. Alors, je ne parle pas des cartes, comment on appelle ça déjà? Cartomancier, voilà. Cartomancier, ou ceux qui font du channeling, ou voilà, on appelle ça comme enfin, tous les mouvements qui sont liés au spiritisme.
mais peut-être que c'est l'État qui met en porte-à-faux des personnes qui doivent suivre un cursus diplômant donc, de 5 ans, 4 ans, 5 ans, et une évolution, j'allais dire presque naturelle, une réponse qui a émergé, parce que l'émergence des thérapies brèves fait écho justement à une souffrance grandissante. Hein, y a des choses qui n'existaient moins, le stress, le burn-out, donc tous ces troubles qu'on a actuellement. Donc peut-être que c'est l'État et son fonctionnement, sa vision, on va dire un peu, parce que l'État se bouge, les lois se font généralement, soit quand il y a une urgence, soit quand il y a un danger imminent, ou quand il y a du lobbying aussi, hein, quand il y a quelque chose d'assez gros quand on a peur de perdre. Hein. Donc peut-être que c'est l'évolution de la société et des mots MAUX grandissant dans le public qui fait que les psychologues, les je sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est un peu brouillon tout ça, c'est peut-être que l'État n'arrive pas à suivre cette évolution-là. Je ne parle pas des gens sectaires, mais dans le lot, il y a peut-être 80 à 95% de gens qui font de la PNL, qui font de l'hypnothérapie, qui font de l'art-thérapie, donc énormément de disciplines qui sont concrètement, c'est-à-dire viables, qui apportent un soulagement, peut-être pas un soin, au sens psychologique. D'ailleurs, il y a énormément de je connais énormément de psychopraticiens, par exemple, en thérapie bref, qui le disent. Hein, ils disent à leurs clients, c'est pas, voilà, on n'a pas vocation à traiter les psychoses, les choses assez lourdes. Hein. C'est-à-dire le champ est bien délimité, mais est-ce que c'est pas l'État qui ne suit pas l'évolution de cette société, qui est en train de changer et où il y a une souffrance qui est nouvelle? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que l'État fait ce qu'il peut. On a décrit les problèmes, les problèmes, les causes qui ont fait qu'ont émergé toute une série de propositions de lois et de cadrage de l'activité de psychothérapeute, puisque c'est de cela qu'on parlait. Maintenant, c'est difficile de considérer une chose et de voir l'impact que ça peut avoir de l'autre côté. Ça veut dire que si on est sur le fait de... Bon, je crois que la base, c'est quand même d'exiger des thérapeutes, de toutes les personnes qui impliquées dans le champ de la relation d'aide, aient une formation de départ académique et solide, pour ne pas raconter trop de conneries aussi. Là, je pense que juste ça, c'est déjà très positif. Il y a cet aspect-là. Mais tu ne peux pas traiter en même temps... J'essaie de mettre à la place de l'État, parce que ça ne doit pas être simple non plus déjà de proposer des choses, en sachant que ça va créer des dommages collatéraux. Après, c'est vrai que c'est très délicat de réglementer dans une économie de marché. C'est très compliqué. Hein. Dire aux gens, tu n'as pas le droit de faire ça, toi tu as le droit de faire ça. Et ce que j'ai surtout voulu dire, c'est parce qu'on parlait des cartomanciens, des mouvements New Age ou post-New Age, oui. voire encore le spiritisme. On ne peut pas exiger de l'État d'un côté qui cadre une profession, qu'elle le fasse bien ou pas. Il y a des débats sur ça. Oui. On peut pas, l'État qui aspire à cadrer une profession, et en train de dire, ouais, mais si vous faites ça, il faut aussi cadrer la cartomancie. Non, c'est pas la priorité, on n'a pas le temps. Ça, je pense. Alors que l'implication réelle, comme je venais de te dire, c'est que ce sont des gens qui font quand même mais ils se revendiquent pas psychothérapeutes, mais ça peut poser les mêmes problèmes, parce que potentiellement, en faisant de la cartomancie, on peut aussi raconter des conneries. Oui, ça c'est vrai, mais c'est vrai que dans ce cas de figure-là, c'est l'État qui met le curseur sur ce qui est légitime ou pas en termes de thérapie. Parce que finalement... Non, je pense pas que ça se passe comme ça. C'est parce je crois, il y a la question qui se pose à un moment donné, on répond à un moment donné. On n'a pas eu le temps de mettre le curseur sur la cartomancie, non, je ne parle pas de la cartomancie, c'est vrai que c'est des cas un peu spécifiques. Hein. Toutes les dérives sectaires donc, sont très... Non, mais c'est pour éviter de faire un parallèle ou oui. comme un embryon d'injustice. En tous les cas, moi, à titre personnel, je ne pense pas qu'il y ait un parallèle, même au niveau de l'État, je ne pense pas qu'il y ait un parallèle entre les thérapies dites brèves comme le coaching ou l'hypnothérapie et le spiritisme. Il n'y a pas de parallèle. Il peut y avoir un basculement. Je parle de justice, c'est-à-dire que si on cadre un, il faudrait cadrer tout le reste. Moi, j'imagine ce qu'ils n'ont pas encore le temps de le faire, quoi. Alors, c'est déjà cadré par le Code civil, hein, ces questions-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une énième loi. Oui, mais moi, je parle de l'échange de quelqu'un qui... Le fait d'être en détresse, d'ouvrir une porte, de rentrer... De payer un service, oui. De payer, de dire, voilà...
une petite coupure. Tu Ouais, m'entends toujours? je t'entends, ouais. Ouais, tu peux continuer, je t'entends. Ok. Non, je disais, le fait même d'ouvrir une porte et d'apporter une détresse, une rupture sentimentale par exemple, Oui. et demander, voilà, parce que finalement la question tu peux la poser aussi bien qu'un cartomancien qu'un psychologue, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle va revenir? Donc on est dans une détresse, on est en attente de réponse, voire d'outils pour surmonter l'épreuve. Oui. Donc, mais dans ce cas-là, c'est très délicat, hein, parce que l'État, donc c'est vrai que l'État a l'obligation et comme fonction première de garantir la sécurité des gens. Euh, Proportionnellement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cartomanciens, hein, ou de spiritisme, proportionnellement aux thérapeutes. Je parle pas des thérapeutes qui sont reconnus par l'État. Moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, dans cette entrevue, c'est toutes les personnes qui se sont lancées dans les thérapies brèves, sans forcément... Parce que c'est vrai qu'il y a une vague depuis quelques années, 10-15 ans peut-être, il y a une vague d'intérêt pour tout ce qui est thérapie brève, et c'est clairement porte-à-faux avec les thérapies dites classiques. Donc, dans l'imaginaire collectif, donc, les thérapies classiques ne donnent pas de résultats. Ce sont des choses c'est lent à mettre en place. Comme je t'ai dit au début, donc pour le public, c'est le divan. Pendant 20 ans, tu vas ressasser les mêmes choses et c'est pas forcément viable. Et puis il y a une promesse beaucoup plus concrète, ne serait-ce que l'intitulé justement de la thérapie brève. Donc, et c'est sur ce point-là que les thérapeutes communiquent, hein, sur cette brièveté, hein, sur ce côté bref et efficace. Et puis aussi, par exemple, pour l'hypnothérapie, le fait de ne pas forcément aller chercher les causes du trouble, hein, de traiter que le symptôme. Et puis il faut dire aussi que ça a des résultats, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... pour le grand public, est-ce que... La question se pose, j'ai des soucis dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Je vais voir un psychologue avec une bonne vieille plaque qui est reluisante, qui brille, toute la légitimité qu'il faut, tout le statut reconnu par l'État et qui potentiellement ne va pas trop m'aider, ou je vais aller voir l'hypnothérapeute du coin, qui a, il est vrai, mis hypnothérapeute, et qui peut apporter une solution rapide. Donc comment concilier les deux? Donc toi, en fait, tu es en milieu, parce que ce que j'ai compris, c'est que tu es en train de compléter ton cursus, hein. Tu as démarré avec une déformation donc, en thérapie brève. Là, tu es en train de passer dans le camp de l'ennemi, si je comprends bien. Donc, j'ose espérer que c'est pas un camp ennemi, mais bon. Ah, mais je te taquine, mais si tu veux, donc tu es en train de... Tu es en train de basculer, hein, dans le côté obscur. Donc comment concilier ça? Parce que tu es en train de... Tu as la première casquette, là tu vas porter la deuxième casquette. Comment endosser les deux? Comment faire ça? Comment faire pour concilier les deux? Est-ce que c'est possible de concilier les deux? Écoute, si tu me parles à moi à titre personnel, oui. Moi je peux très bien continuer, quelle que soit la suite du parcours académique, coach, hypnothérapeute, c'est pas important en vérité. Voilà, quand tu commandes tes cartes sur Vistaprint, ils te proposent de mettre un intitulé. Quoi. Oui. Ok, puis voilà, puis c'est aussi sans doute, je dis bien à titre personnel, c'est sans doute ce qui correspond le mieux à mon approche, c'est-à-dire que je suis coach, je suis pas psychologue, oui. je suis coach avant tout, et j'utilise l'hypnothérapie dans ma technique en thérapie brève. Voilà, je formé à d'autres choses aussi, hein, je ne pratique pas que l'hypnothérapie, mais voilà, c'est un petit peu ma formation longue à moi dans le champ des thérapies brèves. Passons, mais je crois pas que c'est, pour moi en tout cas, c'est pas important, c'est pas ça qui va augmenter ma crédibilité, parce que l'air de rien, ça fait quand même 8 ans que c'est pas grand chose, mais on va dire, je suis un petit peu installé. Hein. Oui. C'est pas ça qui va apporter un plus, qui va changer ma crédibilité. Non, voilà, moi je pense que cette formation, je pense que cette formation universitaire, encore une fois, titre perso, ce titre, voilà, peut-être, sans être sûr, m'ouvrir des portes, mais je sais pas. Peut-être que ça peut. C'est-à-dire, tu n'aurais pas fait en tant que, on va dire, hypnothérapeute, tu n'aurais pas suivi ce cursus-là. Comment tu prendrais le fait justement que l'État s'immisce selon des prétextes ou des raisons peut-être justifiées, on ne sait pas. Mais comment tu prendrais le fait que l'État s'immisce dans ta pratique de praticien ou psychopraticien en thérapie brève,
d'un côté, tu vois qu'il y a du résultat, c'est-à-dire que ça marche, pas sur tout le monde, mais sur une grande partie des personnes que tu accompagnes, il y a du résultat, c'est tangible. Et de l'autre côté, tu te dis, voilà, l'État est en train de s'immiscer dans ma pratique. À terme, je dois arrêter ou évoluer, et ça a un coût. C'est un coût qui est énorme, parce que c'est vrai que quand on s'installe dans une pratique, c'est un peu compliqué de rebasculer sur les études, tout ça. Comment, à ton avis, comment un hypnothérapeute, par exemple, ou un sophrologue ou un sophroanalyste voit ces changements-là, ces choses qui sont en train de se profiler à l'horizon? Qu'est-ce qu'il doit en penser? Ce qu'il doit en penser, c'est déjà prendre en compte le but de la démarche. Moi, je pense vraiment, je crois, enfin non, je pense même que je suis presque sûr, c'est qu'une personne qui est compétente, qui a des résultats, qui a une formation solide en thérapie brève, moi je pense que celui-là, il ne va pas se poser 50 000 questions, il va continuer à pratiquer et il fera juste un petit peu attention à sa communication. Si par exemple il prétendait être psychothérapeute, eh bien il mettra peut-être thérapeute tout court, par exemple. Alors c'est vrai qu'en France, tu sais que il me semble que c'est interdit de mettre psychothérapeute. Hein. En Belgique aussi, c'est interdit de mettre psychothérapeute. Généralement, on ne met pas psychothérapeute, on va mettre hypnothérapeute par exemple. Mais, ouais, mais psychothérapeute, ça c'est... Voilà, je l'ai évoqué avec toi quand je dis sur ma carte qui est coach hypnothérapeute. Je ne suis pas sûr que ça résout fondamentalement le problème si tu prends vraiment la loi strictement. Puisque dès le moment où tu te présentes comme un accompagnant, voilà, c'est pas parce que tu changes le nom, accompagnant, coach, ça va pas, accompagnant de vie, c'est pas ça qui résout le problème. Et pour vraiment répondre à ta question, qu'est-ce que le praticien qui est déjà installé, qu'est-ce qu'il doit penser du fait que l'État s'immisce dans sa pratique? Tu sais, quelqu'un qui pratique, qui a une activité régulière, évidemment, et qui a été formé, moi je pense qu'il va simplement continuer à pratiquer. En fait, et j'ose espérer qu'il va bien faire attention qu'il va redoubler d'attention à son éthique, à sa déontologie. Ok, s'il y a toutes ces choses-là, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui se passent par rapport à des psychothérapeutes autoproclamés ou des coachs autoproclamés aussi, parce qu'il y en a il y en a pléthore. Hein, on les voit arriver, je veux dire, des nouveaux jeunes qui débarquent, hein, bref. Non, je pense qu'il faut simplement être attentif à son éthique, sa déontologie, et continuer à de toute façon, je pense que quand on est vraiment impliqué, je vais dire sincèrement, mais obligé, quoi, il va de soi que quand on est impliqué, c'est parce que on ne s'engage pas dans la relation d'aide par hasard. C'est que ou bien on a envie d'aider les gens, ou bien on a envie de se comprendre. C'est ce que j'allais te dire, c'est que la plupart des thérapeutes, moi, que je connais, que je suis, c'est des gens qui ont vraiment à cœur cette discipline. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui se lancent dans le métier pour se faire de l'argent. C'est pas du tout ça. Il en faut pour vivre, hein, mais c'est pas vraiment l'objectif. La quasi-majorité, pour pas dire la plupart des gens que je connais, hein, qui sont dans la thérapie bref, c'est des gens qui font par passion pour aider, parce que peut-être qu'à un moment ou à un autre, ils ont été aidés par cette discipline-là. Mais je me pose la question du recadrage de l'État. Bon, d'un côté, il y a l'État. Et toi, tu me parles d'énormément de thérapeutes, parenthèse, hein, en thérapie bref, donc des coachs, machin, qui rentrent sur le marché, qui ne sont pas forcément bien formés. Donc, comment on peut, en tant que thérapeute, en thérapie brève, s'organiser pour justement se dissocier de certaines pratiques ou de certains thérapeutes? Parce que c'est vrai que dans tous les métiers, on a peut-être une bonne partie des praticiens, c'est des gens qui sont sérieux, mais on a quand même une petite partie, plus ou moins, de gens qui ne respectent pas la déontologie, qui n'ont pas forcément la formation parce que c'est vrai que quand le public, quand une personne se déplace, alors c'est pas évident, hein, mais quand une personne prend la décision de se déplacer en cabinet pour rencontrer un thérapeute, en parenthèse, c'est très sensible, c'est très délicat. Donc il va y avoir de l'information très, très, on va dire, privée. La personne va se confier. Donc, comment en tant que thérapeute en thérapie brève, comment on peut s'organiser, sans forcément parler d'État ou de loi, hein, comment on peut s'organiser dans cet écosystème qui est en train de bouillonner, quoi? Bon, déjà, il y a un élément à prendre en compte, c'est qu'il y a une éthique et une déontologie
personnel. C'est déjà une chose. Parce que dans ce que tu dis là, il ne suffit pas d'être psychologue clinicien, psychothérapeute, tout ce qu'on veut, qu'on ait tous les titres académiques, ça ne préserve pas de la déontologie absolue, hein. C'est-à-dire par rapport au secret professionnel, ce genre de choses. Oui. Ça ne garantit en rien. Je vais encore te reformuler plus ou moins la même réponse que j'ai dit précédemment. Tous ces débats, tous ces discours doivent induire aux praticiens, aux coachs, aux thérapeutes de redoubler d'attention ou de rester attentif tout simplement par rapport à sa propre pratique. Mais je peux aussi te répondre de manière beaucoup plus rapide, hein. Des gens pas formés ou peu formés ou mal formés. Moi, je pense pas qu'ils fassent réellement long feu, parce que encore faut-il avoir des résultats. Je crois qu'à un certain moment, ils comprennent qu'ils sont des imposteurs et ils sont obligés d'avoir... C'est-à-dire que ça se fait de manière naturelle, mécanique presque. Ben, oui, moi c'est la loi du marché, quoi. Si l'offre n'est pas adaptée, il fera pas long feu, quoi. Sans doute pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Non, mais je dis ça en ce sens où déjà quand on a une pratique, déjà quand on aspire à une certaine déontologie, à un cadre de manière beaucoup plus générale, c'est une profession plus que les autres, oui, où il faut redoubler d'attention, qu'il faut être en doute permanent sur soi-même. Ok, est-ce que dans ce cadre-là, je suis ok? Est-ce que je suis toujours attentif à certaines choses? Ce sont quand même des vies. Oui, c'est extrêmement délicat, d'autant que ce sont des vies qui se jouent. Ouais. C'est pas cadré par la loi, donc c'est vrai que c'est un peu délicat de recevoir justement ces confidences-là dans un cadre qui n'est pas cadré par la loi. C'est assez perturbant quand même. Oui, mais moi, je crois à une espèce de sélection naturelle, hein. C'est-à-dire que la vie s'autorégule par elle-même. Voilà. Encore une fois, je peux citer une anecdote. Je me présente comme coach, hypnothérapeute. Ok, donc ça veut dire... entre parenthèses, et c'est sans doute pour ça que je changerai pas d'intitulé. Oui. Le côté coach, je trouve ça très positif, parce que c'est un peu en train de changer, hein, mais en tout cas, ça dédramatise un petit peu. Ça évite d'aller voir un psy. Je vais voir un coach. C'est vrai que la démarche est beaucoup plus légère. Mais c'est beaucoup moins vrai en 2019 que ça ne l'était en 2010, sans doute, quoi, je pense. Enfin, petite parenthèse, mais c'est-à-dire que, voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans le coaching, hein, c'est vraiment issu de la psychologie humaniste. Donc, c'est-à-dire psychologie centrée sur la personne et position basse. Il n'y a pas une autorité qui sait, le psychologue, le psychiatre. Il n'y a pas la figure d'autorité, oui. Exactement, qui va vous dire que le psychiatre, quel médicament, le psychiatre est médecin, il faut le rappeler, quel médicament prendre. Oui, il n'y a pas d'ordonnance, il n'ordonne pas. Ou alors le psychologue qui va faire passer un test en disant, voilà, vous avez tel type de personnalité, selon votre type de personnalité, vous devrez agir de cette façon. Voilà. Là, on est dans une position, celui qui sait et celui qui va apprendre sur lui. C'est pour ça que je pense vraiment que le coaching est vraiment ce qui reste du courant de cette psychologie humaniste centrée sur la personne. Alors, ce qui est bien, déjà, ce type de formation est très agréable, parce que ça n'implique pas spécialement, et ça à prendre en compte, mais pas dans ce courant-là en tout cas, on ne rentre pas dans les psychopathologies, dans ces histoires liées au passé. On prend la personne dans sa réalité concrète, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, l'approche est décontractée. Mais quand tu es dans cette approche décontractée, ça, c'est une anecdote. Bon, heureusement que j'étais déjà formé en thérapie à ce moment-là. Oui. Voilà, on commence l'introduction pour nous. Voilà. Quel bon vent vous amène un lundi matin, quel bon vent vous amène. Ben voilà, écoutez, là, j'en suis à ma 11e tentative de suicide. Hier, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, on redirige vers un... Ok. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Une fois que tu as ça dans ton cabinet, tu es obligé d'être présent, tu es obligé de répondre. Moi, je me mets à la place, à ce moment-là, du charlatan qui est « je fais quoi maintenant? Au secours, allô, maman ?» C'est vrai que c'est une responsabilité qui est énorme. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à parler que des cas, on va dire, des cas classiques que traite les thérapies brèves. Hein.
la confiance en soi, l'éthique, les tocs, les machins. Par contre, et ça, ce que je vois dans ma pratique, c'est que énormément de thérapeutes précisent dans leur documentation, dans leur document de promotion, qu'il n'est en aucun cas envisageable de traiter des cas ou des pathologies lourdes. Donc c'est vrai que c'est vrai que ce que tu disais, c'est que ça s'autorégule de même. Je pense que c'est lié aussi à la formation, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui insistent sur ce point-là, qui font bien la différence entre tout ce qui est pathologie lourde, qui ne peuvent pas être prises en charge par les thérapies brèves, et puis les autres pathologies, si tu veux. Et quelle est la question, excuse-moi? Non, c'est pas une question, ça conforte en fait ce que je vois sur le terrain, c'est que c'est vrai que ça s'autorégule. C'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui le disent à leurs clients, que la thérapie brève, quelle que soit la thérapie brève, ne traite pas des sujets comme les psychoses, comme les troubles bipolaires, comme des choses lourdes, si tu veux. Non, mais tu sais, il y a quand même. Bon, après, ça dépend de la relation que l'on a avec son patient ou avec son client. Parce que, voilà, tout est quand même interconnecté. Je ne vais pas ni faire un cours maintenant ou faire un long débat, mais voilà, on a à la base un noyau, on a quand même une structure psychique, ça c'est sûr et certain. On a un noyau, on a une structure psychique, et ensuite il y a des éléments environnants qui vont appuyer sur certains points, par rapport à sa propre personnalité, par rapport à son propre noyau, qui vont renforcer d'autres comportements. Voilà, tout est un petit peu interrelié. À travers nos échanges, notre échange que l'on a actuellement, moi je conseille quand même aux coachs de se former, ne fût-ce qu'un stage, ne fût-ce que lire, ne fût-ce que faire un séminaire sur la psychopathologie. Parce qu'au départ, c'était ça. Hein, là, je peux réouvrir ce champ. Au départ, c'était un petit peu ça. Au début, ce qu'on disait, voilà, on parlait de ces lois, voilà, encore en 2011, voilà, je suis encore en formation, hein, et ce qu'on allait exiger du psychothérapeute, c'était au minimum d'avoir une formation en psychopathologie. C'est une évidence, oui, d'être formé en psychopathologie. Je pense qu'un coach doit être formé en psychopathologie. Est-ce que c'est facile pour un... Est-ce que c'est facile pour un coach de suivre ce genre de... Est-ce qu'en Belgique, par exemple, vous avez la possibilité de suivre ces formations sans forcément passer 5 ans dessus? Mais évidemment, bien sûr, ça existe. J'ai pas d'adresse là maintenant. Mais ça se fait à l'université, c'est-à-dire c'est cadré par l'État, ou c'est vraiment des instituts privés? Écoute, tu sais, à ce moment-là, si on parle d'un coach qui est vraiment dans sa fonction de coach, parce qu'il y en a, il y a des coachs en looking, tu vois, il y a qui jouent la confiance en soi, il y a toute une catégorie de coachs, et un coach, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va t'aider à maximiser ton potentiel. Voilà, on va pour le reste, hein, tes conflits intrapsychiques, tu vas voir ton psychologue, ton thérapeute, mais moi je veux bien continuer à travailler avec toi pour faire du sport, pour faire autre chose. Parce que, voilà, il y a aussi plusieurs coachs en développement personnel, il y a plusieurs types de coachs. Non, moi je pense que ne fût-ce que s'intéresser à ça, c'est pour ça que tu parlais que comment on doit se considérer un coach, un hypnothérapeute, un thérapeute, un praticien en thérapie brève par rapport à toutes ces lois. Moi, j'ai jamais eu vraiment de problème par rapport à ma pratique. Pourquoi? Mais parce que j'ai eu une formation en psychopathologie, j'ai eu cette formation-là. Donc, voilà, j'ai peut-être pas le saut universitaire ou pas encore sur cette formation, mais je l'ai eu. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, c'est pas quelque chose qui est systématique. C'est-à-dire que toutes les non, mais ici non plus, c'est pas systématique. C'est parce que moi, ce que j'ai, à titre personnel, ma grande chance à moi, c'est quoi? C'est d'avoir été formé non pas dans une, mais dans plusieurs excellentes écoles. Qu'elles soient reconnues ou pas, franchement, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est la qualité de la formation. Et aujourd'hui, je peux le dire, en suivant un cursus universitaire qui est très intéressant, c'est pas la question, mais voilà, je vais pas dire ça c'est mieux, parce qu'on part sur d'autres choses. Bon, c'est fort théorique. Oui. L'université, avant d'avoir entamé ses stages, ça reste fort théorique. Une formation dans la relation d'aide ou en psychothérapie, c'est très pratique, ce sont des cas pratiques. Donc, moi, ma chance à moi, c'est d'avoir été formé
dans de bonnes écoles. Bon, maintenant, je ne sais pas c'est quoi, ni lesquelles sont les mauvaises écoles. Oui. J'ose espérer que Et dans ces écoles-là, est-ce que diront la même chose à propos de leurs écoles respectives. dans ces écoles que tu as fréquentées, est-ce que ces questions-là ont été traitées à un moment ou à un autre? Quelle question? C'est les questions de la légitimité, de l'État, le rôle de l'État pour cadrer, comment encadrer la profession de manière générale. Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'on parle de ça dans les écoles? Écoute, moi quand je me suis formé, là on est plus ou moins de 2011, 2011, Ouais. entre 2011 et 2014, grosso modo, et peut-être même un peu plus. Mais je veux dire, 2011-2014, là c'est vraiment les années où il y a les grands débats et les grandes questions. Tu sais, à ce moment-là, les écoles, à part changer leur intitulé, formation psychothérapie devient formation relation d'aide, voilà, on nous dit un petit peu les changements, mais on commence à nous préciser qu'une formation universitaire doit devenir indispensable. D'accord. Mais par contre, aujourd'hui, tu peux poser la question inverse. Hein. Oui. En plus, j'ai un cours actuellement qui boxe ce genre de choses. C'est institution et pratique clinique. Donc ça, par contre, on en parle à l'université. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que tu as fait tes 5 ans, ton bac plus 5, Oui. que tu es psychologue. Oui, tu seras psychologue, tu auras un titre de psychologue, mais tu n'es pas encore psychologue clinicien. Opérationnel. Donc ça veut dire oui. que tu ne peux toujours pas professer en libéral, à moins d'être sous la supervision d'un psychologue. Donc voilà, c'est la même question sur le champ universitaire en fait. D'accord. Il n'y a pas deux camps, je ne pense pas qu'il y a deux camps. Ok, très bien. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi j'avais vu plein d'autres questions que tu m'avais posées. Alors c'est vrai que je pense qu'on va se prévoir d'autres rencontres, hein, parce que c'est vrai que c'est parti en freestyle là. J'avais des questions qui étaient très très intéressantes, mais celle-là, d'ailleurs, je pense qu'elle est fondamentale. Hein. C'est le début de la réflexion sur le métier de la relation d'aide, d'accompagnement et comment c'est en train d'évoluer. Et ça appelle aussi les questions que je voulais te poser, on verra peut-être plus tard dans une autre interview, c'était sur la pratique même de la thérapie et aussi de la promotion. Parce que moi, le blog que j'ai monté, donc lecoindespraticiens.fr, il s'attelle justement à accompagner, à aider les thérapeutes à se vendre, en parenthèse. Vous savez ça crée comme ce sont des pratiques qui ne sont pas réglementées par l'État, ça dit qu'ils sont au même titre que le plombier, légalement, hein, j'entends. Le plombier, le chauffagiste, c'est-à-dire qu'ils sont jetés comme ça, ils se jettent dans l'économie de marché, et ils doivent faire leurs preuves, ils doivent apprendre à marketer leur activité, tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est un peu problématique. C'est ce qui fait que quand ils n'assument pas cette casquette-là d'entrepreneur, ça bloque énormément. Et donc, il y a énormément d'idées limitantes et de croyances limitantes sur l'argent, sur la déontologie, sur qu'est-ce qu'un thérapeute finalement. Certains se sentent un petit peu, c'est vrai qu'ils se sentent un petit peu en position d'infériorité par rapport aux psychologues, aux psychanalystes qui ont pignon sur rue, hein, qui sont reconnus par l'État, tout ça. Donc moi, c'était ces questions-là que je pense qu'on va aborder dans une autre phase hein, d'interview. Mais on peut faire une petite introduction si ça te convient. La question que j'allais te poser, c'est une question qui est simple. Hein. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre quand tu as commencé ce métier? Quel est le conseil ou les 2 ou 3 conseils que tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé ta pratique professionnelle? Tu sais, j'ai un type de personnalité, quand on me donne des conseils, je fais souvent l'inverse. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Oui. Écoute, moi, je pense que je me suis déjà donné un bon conseil à moi-même, une bonne intuition, une bonne inspiration. J'en sais rien, mais en tout cas, j'en suis ravi aujourd'hui. C'est parce que dans le questionnaire, j'ai vu que tu posais cette question et j'avais prévu de te répondre ça parce que spontanément, c'est ce que je t'aurais répondu. Oui. Et puis tu demandes quand même qu'est-ce que moi je donnerais comme conseil à un coach, un thérapeute, un psychologue qui voudrait se lancer. Oui. Mais c'est pareil, c'est ce que j'ai appliqué pour moi-même, d'où la bonne intuition, se former tout le temps, sans arrêt, je veux dire, voilà. C'est parce que j'ai eu la chance, encore une fois, de commencer par une formation pratique, hein, qu'elle soit reconnue ou pas, peu importe. En tout cas, elle vaut quelque chose. Mais par contre, un jeune qui commence un cycle universitaire,
vers 20 ans, je dis voilà, le bac en poche, on va suivre un cycle universitaire. 5 ans, c'est pas suffisant, ni pour être psychologue, ni pour être psychothérapeute. C'est-à-dire qu'il faut se former tout le temps. Donc voilà, oui. C'est un conseil qu'on n'a pas eu besoin de me donner parce que voilà, l'intuition a fait que j'avais bien compris que le champ de la psychologie, c'était quelque chose de très vaste. Donc, se former tout le temps, ça c'est déjà une chose. Et aussi autre chose qui est toujours en rapport à l'argent. Voilà, je pense... je crois... Enfin, non, j'en suis convaincu, l'humain ne se monétise pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même, on parle d'autre chose, mais un médecin, voilà, il ne va pas regarder si son client est solvable pour le soigner. Donc, ça ne se monétise pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler gratuit. On ne fait pas ce genre de choses. J'en profite pour donner un conseil supplémentaire. Quelqu'un qui est fraîchement diplômé dans la formation qu'il a suivie, qu'il a acquis les compétences en coaching ou en thérapie systémique. Voilà. Au début, voilà, vu que je suis un peu nouveau, je ne me fais pas payer. Non, c'est une erreur fondamentale. Un conseil, on se fait payer d'office, quoi. Je veux dire, c'est pas, même un médecin, c'est pas parce qu'il commence qu'il va pas se faire payer. Donc, mais les deux sont interreliés. On se fait payer, on est supervisé, ça c'est aussi important, on se fait payer, mais on est aussi formé, et pas on est formé et ça suffit, on continue à se former, on essaie toujours de se dire, est-ce qu'on est... Ok, moi je continue toujours à me demander, est-ce que ça fonctionne vraiment l'hypnose? Moi je me pose encore ces questions aujourd'hui. Bon, ça va, ça se résout assez bien parce qu'on a des résultats forcément, mais j'ai pas fini d'avoir creusé la question. Voilà. C'est une question de scepticisme, on va dire positif, c'est normal. Ouais, un scepticisme positif, et puis c'est intéressant parce que tu as des cours de biologie, des cours de neurologie, ça te permet de faire des ponts justement sur mais c'est intéressant comme lien par rapport à l'expérience subjective. Ça tient aussi peut-être à la complexité de l'être humain, de la psychologie humaine aussi. Évidemment, mais c'est pour ça que on ne peut pas envisager de s'engager dans la relation d'aide en arrêtant de se former. Donc voilà, un jeune qui veut suivre une formation de 5 ans, qui se dit, allez bon, au pire, s'il faut 1 année ou 2 en plus de spécialisation, je les ferai, ça fera 7 ans, mais c'est pas suffisant. Il faut encore... C'est vrai que... Il ne faut jamais arrêter. C'est une question que j'avais posée, donc c'est une interview que je vais d'ailleurs publier dans quelques jours. J'ai fait une interview d'une thérapeute qui est sur Paris, Stéphanie Kasmarek, qu'on peut dire qu'elle a de la bouteille, hein, elle est très très formée. À la question du conseil justement qu'elle peut donner aux thérapeutes, c'est quasiment la même réponse que toi. Elle me dit, elle est hypnothérapeute entre autres choses, elle me dit on ne peut pas être que hypnothérapeute. Et les thérapeutes qui se lancent se disent je vais faire de l'hypnothérapie, c'est suffisant. Donc c'est ce qu'elle me dit, elle me dit non, il faut toujours se former, il faut toujours rajouter quelque chose à ça. Enfin, c'est pas suffisant pour accompagner les gens. Et c'est vrai que ça peut être, c'est-à-dire ce que tu dis, c'est excellent pour une personne qui se lance, qui a 20 ans, hein, mais il y a énormément de gens qui font une reconversion professionnelle, hein, qui sont dans des métiers, dans le tertiaire, etc., et qui se dirigent vers les thérapies brèves, et qui se disent, j'ai pas le temps. En termes de carrière, j'ai 35 ans, 36 ans, 40 ans, 45 ans, je me lance. Quand est-ce que je vais me reformer? Donc, j'ai pas le temps. Et du coup, et ça, je le vois avec certaines des personnes que je suis en coaching, c'est une forme d'illégitimité. Ils se disent, je rentre sur le marché, il y a des gens qui sont formés, même dans les thérapies brèves, hein, qui font de la PNL, qui font de l'hypnose, qui font différents types d'hypnose, et ça bloque le développement de leur activité. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément que des gens qui rentrent du sang frais, hein, qui rentrent dans le métier. Il y a énormément de gens qui sont en reconversion professionnelle. Donc, est-ce que ton conseil est tout aussi judicieux pour ces gens-là? J'ose espérer qu'il est judicieux, mais je peux un petit peu le nuancer. Déjà, 2 choses, et ça peut être un autre débat. Moi, je ne sais pas, parce que le conseil, je ne suis pas convaincu qu'il est spécialement judicieux pour des jeunes de 20 ans, entre parenthèses. Oui. Pourquoi?
parce que déjà, j'ai du mal à comprendre, ou alors il y a une chose qui m'échappe, c'est comment est-ce qu'on peut, à 20 ans, avoir une vocation à la psychologie alors qu'on ne connaît encore rien de la vie. Non, je veux dire, la vie en tant que telle, qu'est-ce qu'on rencontre comme problématique en tant que praticien? On rencontre des problèmes de couple, on rencontre des problèmes avec les enfants, on rencontre des problèmes de carrière professionnelle. Là, tu es en train de casser des vocations, Saïd. À 20 ans, on ne connaît pas tout. Bon, oui. Ça n'empêche pas d'avoir une certaine idée de soi-même à 20 ans, de se dire je vais aider les gens, mais je trouve que la démarche est au contraire beaucoup plus logique dans la relation d'aide en reconversion professionnelle. D'ailleurs, c'est ce qui arrive le plus souvent. Hein, les gens qui se reconvertissent professionnellement vers la psychologie de manière générale, oui. Ils ont 30 ans, je veux dire, ils ont fait des choses dans leur vie. Oui. Ils ont travaillé. Ils ont déjà une expérience humaine. C'est pas pour les thématiques classiques. Hein. Je ne dis pas que la vie, c'est travailler, avoir des enfants. Bon, ça, oui. C'est encore autre chose. Mais en thématique classique, la vie, c'est ça. La vie en sens problématique liée à la vie qui vont nous revenir dans nos cabinets respectifs. D'accord. Donc c'est des gens qui ont de l'expérience, donc déjà une expérience de vie. Et c'est beaucoup plus pertinent, si tu veux, c'est ce que tu es en train de dire. C'est plus pertinent pour ces personnes-là de se lancer en thérapie. Par contre, là, ce que je remarque, c'est que tu es en train de casser des vocations. Tu es en train d'expliquer quand on a 20 ans. C'est un peu délicat de... Je trouve... non, mais de toute façon, des années universitaires en psychologie, c'est pas perdu. Tu sais, faut quand même être clair. Quelqu'un qui a un master en psychologie, donc qui est psychologue, il peut trouver un job très, très respectable dans des ressources humaines, dans des bonnes boîtes et avoir des bons postes. Bon, oui. C'est peut-être pas l'idée qu'ils avaient au départ, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 26-27 ans, une fois qu'ils seront formés, voilà, un certificat universitaire, une formation d'un an ou deux, ils sont psychothérapeutes, tu vois ce que je veux dire, ils n'ont pas encore 30 ans. Donc, oui. dans tous les cas, c'est bien. Quelle que soit la formation que tu suis, c'est jamais perdu. Donc, ça reste judicieux. Là, c'est juste une question que moi, je me pose, comment ce qu'on fait à 20 ans, tout simplement parce que moi, à 20 ans, je ne me prédestinais pas du tout à ça. Donc, il y a aussi cette part de moi qui s'exprime oui. En termes de témoignage. Mais par contre, tu me poses la question, est-ce que c'est toujours judicieux à des vieux de 35 ans, des vieux oui. de 40 ans, entre guillemets, hein, non, des personnes qui ont un peu plus d'expérience dans la vie, oui. Oui, c'est dans ce sens-là que je le dis, évidemment, où la formation risque quand même d'être un petit peu plus longue. Bien évidemment, j'ose imaginer que quand on fait cette démarche, quand on a la trentaine bien sonnante, ben qu'on a davantage envie d'apprendre. Moi, je pense qu'à 20 ans, on a davantage envie d'avoir un job, mais j'ose espérer qu'à 35 ans, quand on fait une reconversion professionnelle, en particulier dans la relation d'aide, c'est parce qu'on a envie d'apprendre plus sur l'humain, ou même sur soi, pour les phénomènes qui existent, et ce que l'on peut faire pour les autres aussi, ça, en termes de contribution personnelle. Alors, dernière question, voilà. Après je te laisse tranquille. Moi, il n'y a pas de souci. C'est juste pour pas que ce soit trop long. On va dire que les auditeurs... Je pense que je vais la découper en petits morceaux, cette vidéo, parce que c'est vrai que... Ils la regarderont 2 fois. Voilà, les gens n'ont peut-être pas l'habitude d'écouter des choses de... Celui qui veut se sert. Ouais. Voilà. Donc, on est déjà à 1h30, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est très bien. Ouais. Et du coup, c'était les questions que j'avais, c'était par rapport à... Finalement, c'est comme dans la vie, hein, c'est toujours une question de légitimité. Ça tourne autour de ça, en fait. Est-ce qu'on est légitime à faire ce qu'on fait? Est-ce que cette légitimité est remise en cause peut-être par la nouvelle génération, peut-être par les nouvelles pratiques, peut-être par le fait que l'État veuille cadrer ou pas? Donc, on est toujours sur cette légitimité. Et c'est une question que je vois, moi, très très souvent. C'est vraiment central. Hein. Alors, ça ne s'exprime pas comme ça, de cette manière-là. Ça s'exprime de manière très différente. Mais c'est ce que je remarque. C'est ce qui remonte, en fait, à la surface. C'est, est-ce que je suis légitime à faire ce que je fais? Et qu'est-ce que je dois faire pour être un peu plus légitime? Et souvent, c'est... les thérapeutes donc, se disent, est-ce que je suis légitime par rapport aux autres? Mais en fait, la question, moi, je l'entends différemment. C'est, est-ce que je suis légitime par rapport à moi-même? C'est assez drôle, là, si tu veux. Et en discutant avec les personnes, elles se disent, ah tiens, finalement, la question, en fait, n'était pas destinée aux autres. Ni aux clients, ni... C'est vers moi-même, en fait, c'est à moi-même qu'elle est destinée, cette question. Je peux répondre sous deux angles. Déjà, sur le premier aspect,
je trouve que c'est très simple de se poser cette question-là. Moi, je pense qu'il faut se la poser tous les jours, se remettre en cause de façon permanente. Suis-je légitime vraiment à faire ce que je fais? Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, l'autre aspect qui est un peu plus personnel, voilà, j'ai lu dans les questions hein, que tu voulais me poser, ça rejoint à ça, ce fameux complexe de l'imposteur. C'est cela que tu évoques? En partie, oui, en partie. C'est le fait de ne pas se sentir légitime à accompagner les gens, à aider les gens. Et ça se ressent justement dans la thérapie et dans toute l'activité qui est autour. Hein. Comment définir ses tarifs, parce que si on ne se sent pas légitime, forcément on va avoir des petits tarifs, on va offrir des séances, on se dit, bon, je vais me former, comme ça. Non, mais malheureusement, là, il n'y a pas de corrélation entre le niveau de compétence et le niveau des tarifs. Hein. Je veux dire, il y a des vrais charlatans qui peuvent te demander des fortunes, comme des gens surdiplômés qui peuvent te demander des prix. Alors, je parle pas de la formation. Je parle pas de la formation. Non, je parle pas de la formation. Je parle du fait de se lancer en fait dans l'activité. C'est vrai que c'est des questions là généralement qu'on solutionne, qu'on règle au bout de quelques temps d'exercice. Mais c'est vrai que quand on n'est pas supervisé et quand on se lance, ben, on a tendance à offrir des séances parce qu'on se dit bon, j'ai pas d'expérience, je suis pas vraiment légitime et ça va se voir. Donc, ce que je fais, je compense soit en donnant plus de temps, en allongeant le temps de séance, soit en offrant des séances. Donc, c'est quelque chose que je vois, moi, dans la vie pratique. Hein. C'est que ça induit un comportement. Le fait de ne pas se sentir très légitime ou trop légitime ou assez légitime. Qu'est-ce que tu en penses Ça dépend. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, je dis pas que j'offrais des séances, mais voilà, je faisais des packs. Tu vois, des prix pour 3 séances. Mais là, c'est juste pour être... C'est un positionnement marketing. Justement, ensuite, ça se justifie si tu veux. Mais tu sais qu'au fond, tu as peut-être raison, parce que sans doute, une partie est une question de légitimité. Et voilà, à un moment, ce qui se passe, c'est que la légitimité, tu l'as aussi en matière de feedback. Donc, ça veut dire que quand tu te rends compte que tu ne fais plus cette promotion, entre guillemets, quand tu ne fais plus ça, et que ton cabinet ne désemplit pas spécialement, tu dis, bah, ok, je suis légitime. Oui. Parce que la légitimité, à un moment, voilà, c'est aussi un feedback, c'est aussi par rapport au retour. Il y a aussi au retour que tu as. Hein. Il y a aussi une question qui est sous-jacente. En fait, on en avait parlé au début, des cordonniers qui sont mal chaussés. Hein. Les thérapeutes ne font pas exception à la règle. Il y a énormément de gens qui ont des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi. Et moi, je sais que certains thérapeutes m'ont toujours conseillé que quand on débute une carrière de thérapeute ou de psychothérapeute ou tout ce qui touche à la psychologie, il faut faire, entre guillemets, son analyse. C'est-à-dire que c'est important de... Tu peux enlever les guillemets, il faut le faire. Voilà, parce que ça se ressent. Et moi, je le vois. Alors, je ne suis pas thérapeute, hein. Je suis, on va dire, un amateur un peu professionnel, en semi-pro, si tu veux. Je suis un observateur professionnel de thérapeute. Hein. Et je vois souvent des thérapeutes qui... alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est pas aussi paradoxal que ça. Hein. Ça reste des humains. Et je vois des thérapeutes qui manquent de confiance en eux. Et ça se ressent. Ça se ressent en termes de thérapie et ça se ressent aussi en termes de tout ce qui est promotion, tout ce qui est marketing. Bon, tu vois, donc c'est pas tant la question de la légitimité, mais ça renvoie à des questions beaucoup plus personnelles, beaucoup plus... donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut faire une thérapie avant de proposer de la thérapie? Moi, je pense qu'une part du métier ou de la pratique, la consultation, par exemple, il y a une part de dissociation aussi. Oui. Donc, ça veut dire qu'à un moment, c'est comme si tu mettais ton bleu de travail. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu as mis ton bleu de travail, tu as tes outils, tu exécutes tes tâches dans le cadre de ton travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on salue le patient, ok, prenez soin de vous, au revoir, bien. Tu rallumes ton portable, tu ouvres ton courrier. D'accord, mais... Il y a tes soucis qui reviennent, il y a les choses qui te plaisent, les choses qui te touchent. Il y a toujours on est dissocié. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est quelque chose qu'on apprend en l'école ou c'est quelque chose qu'on apprend de manière empirique? Que les psychologues n'ont pas de problème psychologique. Oui. Non, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est des choses qu'on apprend de manière empirique ou est-ce que c'est des choses qu'on apprend à l'école?
Moi, je ne peux parler que dans les écoles où j'ai eu la chance de faire mes stages et d'apprendre. Mais tiens, oui, je vais revenir sur cette question. Quel conseil tu donnerais? J'avais parlé de se former. Je t'ai répondu au sens très large. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Et je pense que j'avais noté ça quelque part dans mes notes. Oui, parle de ça parce que c'est important. C'est important de se former sur le phénomène de transfert et de contre-transfert. Oui. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que le transfert et le contre-transfert, hein? C'est les transferts d'affect du patient vers le praticien et vice-versa. Vers le patient et du patient vers le praticien. C'est-à-dire des éléments de contenu de la thérapie vont réveiller chez l'un ou chez l'autre voilà, des affects liés à des histoires personnelles. Bon, qu'on sache une chose. C'est un phénomène naturel, hein? C'est absolument inévitable dans la thérapie. Inévitable. Donc c'est pour ça qu'on parle d'alliance thérapeutique, hein, d'une relation thérapeutique entre le patient et entre le praticien. Donc, mais c'est surtout d'avoir conscience que ces phénomènes existent. Ces phénomènes existent. Tu sais, à un moment, si le thérapeute dit, oui, voilà, il n'y a rien à faire. Chaque fois que j'ai ce type de patient, bon, sur le coup, ça va, hein, parce que j'ai ma posture professionnelle, mais après, une fois que j'ai terminé, voilà, j'ai une boule au ventre, j'ai ça qui arrive, genre, ou alors, ça, je me questionne un petit peu plus, hein, quand j'entends des praticiens dire, oui. Ouais, moi, ces cas-là, ça, non, quoi. Ça, j'ai du mal à traiter. Et tu sais, on peut en parler de manière beaucoup plus générale. Par exemple, voilà, peut-être, a priori, en tout cas, j'ai souvent entendu, voilà, des femmes pour qui, ah non, moi, des gens qui font des abus sur des femmes ou sur des enfants, parce que ça arrive aussi. Ça, non, moi, ça, je sais pas traiter. Donc, là, on est clairement en plein transfert contre transfert. Oui. Parce qu'il y a un jugement moral. Oui, mais a priori, il ne devrait pas en avoir. Oui, mais est-ce qu'en tant que praticien en thérapie brève, est-ce que tu peux te permettre ou pas? Je vais terminer ce que j'ai dit. A priori, il ne devrait pas en avoir, en particulier voilà, lorsqu'on est dans un courant humaniste. Je ne les connais pas tous, comme dans un courant humaniste, c'est voilà, Carl Rogers, non-jugement inconditionnel, tu prends la personne telle qu'elle est, Oui, et avec quoi elle vient. Donc c'est pour ça que c'est aussi de connaître, et je vais quand même répondre à ta question par rapport à la thérapie personnelle, c'est que voilà, si on en arrive à se dire, voilà, tel type de patient, je veux pas parce que ça, ouais, mais là peut-être que c'est intéressant, parce que finalement l'important c'est pas le comportement des autres qui est important. C'est ce qui est généré en soi. Lacan disait l'enfer, c'est les autres. C'est les autres en quoi? En ce qui nous ramène à soi-même. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important de solutionner certaines choses. Et puis, et tu penses que ça peut avoir un impact sur l'efficacité du thérapeute à terme? C'est-à-dire fondamentalement, j'ai absolument aucun souci de se dire rien à faire. Il y a des traumatismes. Tu sais, tu peux être psychologue, psychothérapeute, avoir eu dans le passé des histoires très lourdes, très lourdes, et qu'on te ramène devant toi des figures qui réveillent ces histoires très lourdes. Bon, tu as le droit de dire, dans ce cas-là, je peux avoir la posture de dire, pour ce type de problème, je préfère vous. C'est une question d'honnêteté, oui. Ça ne veut pas dire que le thérapeute n'est pas bon, ça veut pas dire qu'il doit continuer à soigner, non, mais ça veut dire justement de connaître ses limites, oui. De se connaître. Et je pense que se connaître, dans certaines profondeurs, induit et implique d'avoir fait une thérapie, évidemment. Oui. Tu sais, tu peux imaginer un jeune ou une jeune thérapeute dire ah oui, ah non, moi quelqu'un qui a fait ça, il ne rentre même pas sur le palier de ma porte. Bon, on peut considérer qu'il y a un peu plus de maturité le jour où si je les accueille et je leur dis que non. Moi je pense qu'il y a déjà un chemin parcouru entre ces deux postes. Hein. C'est pas un cas pratique, hein, c'est juste un exemple qui est sorti comme ça, j'aurais pu citer autre chose aussi. Hein. C'est vrai que dans le cas de la thérapie, on peut voir des choses très différentes. Notamment, je pense qu'il y a des histoires qui sont assez lourdes. Hein. Est-ce que ça affecte finalement parce que tout à l'heure tu disais oui,
je mets mon bleu de travail, quand la séance se termine, prenez soin de vous, au revoir, et puis je rallume mon téléphone et je reprends le cours de ma vie. Est-ce qu'il y a dans le lot de gens que tu traites ou tu t'accompagnes, hein, est-ce qu'il y a vraiment des histoires qui sont assez lourdes pour t'interpeller en tant que personne? Est-ce que ça t'est arrivé? Qui ont des histoires assez lourdes. Je crois que fondamentalement, toutes les histoires sont lourdes, mais certes, il y en a plus que d'autres. On est d'accord, quoi. Mais moi, quand on vient vers moi avec ces histoires très lourdes, c'est dans un cadre thérapeutique. Donc ça veut dire, on cadre, il y a le temps qu'il faut pour s'exprimer, on vient avec ce que l'on peut, avec les outils, et la personne repart avec quelque chose. The job is done. On a fait le travail. D'accord. Donc oui, c'est une manière de... À ce moment-là, le travail est fait. Il n'y a pas de j'espère qu'il ou elle va s'en sortir. Voilà, attention, le rendez-vous est pris pour la séance suivante. On le saura au prochain épisode. Tu sais, ça me fait penser à... j'avais vu quelqu'un lors de mes stages qui disait moi, le vrai problème, bon, on est thérapeute en formation, il n'y a aucun souci avec ça. Elle disait, moi, le souci que j'ai, c'est que quand j'ai le patient qui pleure, je pleure avec. J'espère que c'est résolu depuis. Non, mais je parle dans un contexte thérapeute en formation. On est bien d'accord. D'où l'importance de se former. Et c'était quelqu'un qui avait un diplôme universitaire qui se formait en thérapie brève. Donc, comme quoi, les deux sont nécessaires. Alors du coup, est-ce que tu conseillerais, comme certains thérapeutes conseillent, de se faire superviser? Non, mais c'est obligatoire de toute manière. Ça va être obligatoire. D'accord. Vous savez, quand on est seul dans son cabinet, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se déconnecter un petit peu de la pratique, on n'est pas à jour, on n'est pas... J'ose penser que non. Puisque dès le moment où on est impliqué dans la pratique, voilà, on a chaque fois des outils cliniques, on a chaque fois des cas nouveaux qui se présentent. Ça, je connais un petit peu moins, ça, le burn-out, je connais un peu moins. Alors toi personnellement, comment tu fais? C'est-à-dire, est-ce que tu es interconnecté avec des collègues, avec des personnes, avec des aînés dans le métier? Comment ça se passe concrètement? Moi, je suis encore dans la formation. Quand tu suis je l'ai toujours été en fait. Quand tu suis un cursus, universitaire, voilà, surtout au début, c'est de la culture générale. On va t'apprendre les courants. Le but, c'est d'aider l'étudiant à se rediriger vers des grandes lignes dans le champ de la psychologie. Tu sais, psychologie du travail, psychologie systémique, neurologie. Il y a plein de champs à travers lesquels on peut se développer. Donc, c'est-à-dire et puis il y a des travaux pratiques. Les travaux pratiques font qu'on incite l'étudiant ou les étudiants à travailler entre pairs pour étudier certaines choses. Et moi, c'est la chance que j'ai, je veux dire, parce qu'on espère que ça serve à quelque chose finalement. La chance que j'ai, c'est d'avoir pu étudier certains sujets. Bon, je dis pas que tout ce que j'ai étudié me plaisait fondamentalement, parce qu'il y a des choses qui sont, voilà, il y a des cours qu'on a moins, des choses qu'on estime un peu moins intéressantes. Mais en même temps, il y a des trucs où ça a permis de faire des travaux, voilà. C'est pas non plus des thèses, mais des trucs un peu plus soutenus. C'est le fait d'être incité à étudier d'autres choses. Et tu continues, c'est-à-dire, toi là tu es en formation, mais tu continues à pratiquer. En tant que, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a un impact, on va dire, positif réel entre le monde universitaire et ces pratiques-là de thérapie, bref, de coaching? Moi, j'estime avoir une chance absolument extraordinaire de pratiquer en même temps que je suis cette formation universitaire. Forcément, j'ai du matériau clinique ici. D'accord. Oui. Ça ne veut pas spécialement dire, parce qu'encore une fois, quand il y a l'examen, quand il y a des tests, ça ne veut pas spécialement dire que je survole loin de là. Je dis bien loin de là. En plus, combiner des études en travaillant, c'est pas toujours évident. Mais voilà. Je dis bien à titre personnel, c'est mon expérience. C'est un enrichissement.
Oui, parce que j'ai des cours théoriques sur des cas que j'ai pu connaître en cabinet. Au niveau de la pratique, oui, forcément. Tu fais le lien, donc c'est... Ouais, mais bon, je pense que l'intérêt de la vie, c'est de faire les liens avec les événements qui se produisent. Tu sais, je tenais le même discours, tu vois, vers 2012, 2013, quand j'étais notamment pendant ma formation en PNL, en programmation neurolinguistique. Voilà, je venais d'avoir un enfant à ce moment-là. Je disais, ouais, c'est quand même génial de suivre une formation en programmation neurolinguistique. Donc, le présupposé de la programmation neurolinguistique, c'est qu'on est grosso modo un amas biologique neuronal. On a une page blanche sur laquelle va se greffer des programmes liés à l'apprentissage et à l'expérience. Donc moi j'expérimente ça en temps réel avec le gosse lorsqu'il apprend par essai-erreur, les intégrations, le développement de stratégies. Voilà. Encore une fois, les liens, on les fait pas a priori, on les fait toujours a posteriori, forcément. Et là, c'est lié aux événements, c'est lié à ça tient aussi à la complexité de la psychologie humaine. C'est tellement complexe que essayer de modéliser un petit peu le comportement et les troubles, ça tient de la gageure, c'est un peu compliqué. Ouais, mais c'est ce qu'essaye de faire, on n'a pas parlé de ça, c'était pas le sujet aujourd'hui, mais c'est ce qu'essaye de faire la PNL, et oui, bien sûr. Bien sûr qu'il existe des procédures, des stages d'apprentissage. Ah oui, mais même maintenant que je vois certains cours, je fais, ouais, c'est vrai, ma gamine est passée par ça, donc voilà. On a un peu digressé, mais c'est juste une façon de dire que chaque événement qui se produit dans la vie, forcément, tu fais des liens avec des choses qui ont été acquises. Et je pense que c'est ça l'intérêt de la vie. C'est le principe de cohérence quand même. Oui, on est toujours dans le principe de cohérence, d'essayer de trouver une cohérence un peu, pour essayer de pouvoir vivre tranquillement avec soi-même, avec sa tête, d'essayer de trouver quelque chose qui regroupe justement le parcours de vie de chacun, justement. C'est ça. Qu'il y ait du sens ou pas dans la vie, on finira quand même par en construire un, de toute manière. De toute façon, c'est un impératif. Les gens, je pense que quand ils viennent en thérapie, ils cherchent du sens aussi. Ça va remettre de l'ordre, toutes les boîtes à leur place, pour essayer de trouver, de donner du sens à des choses qui n'ont visiblement pas de... La souffrance en elle-même, c'est peut-être un non-sens. Ou un sens qui s'exprime de manière un peu plus bruyante, on va dire. Donc, tout à fait. On va terminer sur cette phrase amplement sage de ma part. Je te remercie beaucoup Tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on finisse? Je te remercie, je rajoute rien, à part le fait de te remercier, et aussi de remercier les gens qui ont suivi. C'est sportif, on est à presque 2 heures, oui, mais je pense que je vais la... Parce que je suis en train de me dire, celui qui a suivi l'échange pendant 2 heures, il y a quelque chose d'un peu hypnotique là-dedans, alors je garantis que j'ai rien fait du tout. Non, mais c'est un moment de partage, moi j'étais content de le partager avec toi. Moi de même, c'est... Super, donc je pense qu'on se donne un rendez-vous comme ça ponctuellement pour traiter de sujets qui sont liés à la psychologie ou à la pratique avec plaisir. Voilà, et puis je remercie les auditeurs d'avoir patienté tout ce temps-là. Je pense que je vais quand même découper la vidéo pour pas par petits bouts, c'est plus comestible, on va dire. Saïd, je te remercie de ton concours, ça a été très très instructif, ne serait-ce que pour le public français qui ne sait pas forcément trop ce qui se passe en Belgique, notamment sur ces questions de... Le public belge non plus, entre parenthèses. On a même des cours pour nous l'expliquer, donc personne ne sait vraiment. Très bien, donc ça pourra peut-être donner une vision un peu plus... peut-être pas pour les praticiens qui sont déjà en pratique depuis quelques années, mais peut-être pour les gens qui veulent se lancer dans ces métiers de l'accompagnement. Je pense que ça devrait aider énormément de gens à y voir un peu plus clair, et puis à conforter aussi cette idée de légitimité, d'éthique, surtout, parce que c'est ce que je retiens en fait de l'échange, c'est qu'il faut être éthique dans sa façon de faire, il faut faire les choses bien. C'est la condition pour aider les gens de la meilleure manière qui soit. Et puis voilà. Bon, je te remercie, Saïd, et je te dis à la prochaine. Merci à toi. Ça va. Au revoir. Merci tout le monde. Ciao. Au revoir. Et à bientôt.